Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture 100% graphique. Je ne me souviens plus si je vous l'ai dit dans une vidéo, mais dernièrement je suis allée à la médiathèque et j'ai emprunté une quarantaine de BD manga. Voilà, j'avais une boulimie de BD manga. J'étais un peu à la bourre dans mes challenges et je voulais absolument les compléter et du coup en utilisant des graphiques auxquels on a le droit, voilà, je me suis dit que ça me permettrait de, sans voilà, tricher un peu quand même, parce que même si on a le droit, bref, vous voyez le principe quoi. Au final, mon challenge des newts, il est foiré 100%. Hein. Voilà, j'ai pas lu un seul titre. Je suis toujours sur Harry Potter, mais j'ai pas réussi à m'y remettre depuis le début de la semaine, je crois. Donc, je pense que je vais le finir, c'est sûr, mais à mon avis, je vais lire autre chose entre temps. Hein. Et puis, malheureusement, presque aucune des BD que j'ai lues ne rentre dans ce challenge, donc c'est ballot. Par contre, ça m'a permis de compléter bien comme il faut mon Sweet Summer Challenge. Et je suis vraiment super contente parce que du coup maintenant j'ai complété tous les menus en fait, voilà. Donc il me manque peut-être 2 ou 3 sous-catégories à compléter pour avoir tout terminé. On est le 29, il me reste encore 2 jours et demi. Donc je pense pas que je réussirai à tout compléter, mais je suis quand même assez fière de moi. Je vais commencer par les mangas et ensuite je passerai aux BD. J'ai lu les tomes 6, 7, 8 et 9 de la série La Maison du Soleil de Taamo chez Pika Collection Shoujo. En général, c'est du shoujo. Hein. Quand je dis du manga, voilà, il y a quelques exceptions, mais elles sont assez rares. J'adore cette série, voilà, l'histoire est vraiment trop mignonne. Donc les tomes 6, 8, 9 et 10 viennent de la médiathèque et le tome 7, je l'avais dans ma palle en fait. Donc il faut que je complète ma collection. Voilà, mais j'adore. Et quand je suis arrivée au tome 10, j'avais qu'une envie, c'était mais il faut que je la finisse cette série. Elle comporte 13 tomes. Donc j'espère que la prochaine fois que j'irai à la médiathèque, ben, je pourrai trouver la suite et fin en fait, parce que voilà, je l'aime vraiment beaucoup. On va suivre Mao qui a des soucis à la maison, elle se sent un peu exclue par sa famille, par son père surtout, qui s'est remarié. Et du coup elle va trouver refuge chez Hiro qui était un de ses amis d'enfance en fait. Dans la maison de Ki, c'était toujours la joie, la bonne humeur. Hiro, il a un petit frère qui a l'âge de Mao et une sœur un peu plus jeune. Et malheureusement, il y a des années, leurs parents sont décédés et du coup, c'est Hiro qui a récupéré la maison et il est bien décidé à faire en sorte que cette maison soit accueillante pour son frère, sa sœur et Mao qui pour l'instant est hébergé chez lui. C'est une histoire vraiment attachante, c'est du shoujo, donc la romance évidemment, vous vous doutez hein, ce qui va se passer. Ça prend bien son temps et là, dans ces tomes, mais oh purée. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais il s'est dit de ces trucs. Oh là là, c'était trop beau. C'est juste trop magnifique. Voilà, donc je vous la conseille de tout cœur, franchement. Si vous avez besoin d'un petit moment de détente, bonbon, tout doux, beau, voilà, vraiment, cette série, elle est faite pour vous. J'ai également lu le tome 10 de Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun. J'adore cette série. Voilà, c'est une merveille. Les dessins sont incroyables, c'est sublime. Je vous ai pas fait de focus un peu sur la Maison du Soleil, mais les dessins sont relativement classiques, on va dire. Mais là, pour Ballet Stories, c'est vraiment un univers, des décors incroyables. C'est la relation entre ces deux, la relation entre ces deux personnages est juste mais tellement attachante. On va suivre Karlouk, c'est le petit garçon, et Amir, c'est sa femme en fait, qui a peut-être, je sais pas, 7 ans plus que lui, j'en sais rien, je sais pas combien. Je me souviens plus de leur différence d'âge, mais en tout cas, elle, c'est une jeune femme. Ils ont donc été mariés plus ou moins de force, on va dire, hein, mais ils s'aiment profondément, ils sont profondément attachés l'un à l'autre, et leur relation est tellement attendrissante parce que Karlouk est encore un enfant. Ils peuvent pas avoir des relations entre mari et femme telles qu'on les entendrait, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que vous voyez ce que je veux dire, évidemment, bande d'obsédés. Voilà, donc c'est tellement beau en fait. Et Carlo qui doute de sa capacité à rendre Amir heureuse parce qu'il est persuadé qu'elle aurait aimé un jeune homme plus âgé de son âge qui pourrait justement faire d'elle une femme tout simplement, alors qu'Amir elle
elle était tellement désespérée à l'idée de se marier et de tomber sur un vieux qu'elle a remercié le ciel d'être tombée sur Carlo qui était peut-être plus jeune qu'elle, mais ça n'a pas d'importance pour elle parce que c'est un garçon tellement gentil et attentionné et enfin voilà, leur relation est vraiment magnifique. Le seul petit truc qui m'embête un peu dans Bright Stories et oui et non, c'est qu'on se concentre pas exclusivement sur eux en fait. On va aussi suivre un explorateur anglais qui est là pour prendre des notes, pour faire des études et tout ça. Et du coup, bah, à chaque fois qu'on est avec lui, au début ils sont tous ensemble, mais après lui s'en va et du coup quand on est avec lui, bah, on n'est plus avec eux. C'est dommage, mais on apprend aussi des choses quand on est à ses côtés, donc c'est aussi très intéressant. Voilà, on apprend plein de choses sur la vie des nomades à cette époque et dans ce coin du monde. C'est vraiment chouette et je vous dis rien que pour les dessins, il faut vraiment découvrir ce manga. Et j'ai fini une série et je suis trop triste. J'ai lu le tome 15 du Maître des Livres de Umiharu Shinohara aux éditions Komiku et oh purée, c'était trop bien. Cette série, c'est une déclaration d'amour au métier de bibliothécaire et aux livres de manière générale. Je vous l'ai déjà dit à chaque fois, je crois qu'à chaque fois que je vous parle de cette série, je vous dis la même chose. Il faut lire ce manga. Si vous aimez les mangas, ou si ça ne vous rebute pas, il faut vraiment que vous découvriez ces histoires qui sont vraiment attachantes, attendrissantes. Vous apprenez des choses sur le métier de bibliothécaire, vous apprenez des choses sur les classiques, pas seulement de la littérature japonaise, il y a aussi des classiques de l'enfance. On parle d'Alice au Pays des Merveilles, de Peter Pan, de Tom Sawyer, de plein de classiques. C'est génial et je suis toute triste de savoir que maintenant c'est fini, en fait, il n'y en aura plus. Et les 3 derniers mangas que je vous présente, ce sont 3 débuts de série, dont une que je ne vais pas continuer, du coup je vais commencer par celui-ci. J'ai lu le premier tome de Princesse Détective chez Nobinobi, c'est écrit par Mayuki Hanan. Alors ça fait très enfantin comme ça, et effectivement c'est un manga pour enfants. C'est la collection Shoujo Kids de chez Nobinobi, donc voilà. C'est une maison d'édition que j'adore, Nobinobi. Alors oui, c'était très enfantin. Maintenant, j'ai trouvé ça quand même vachement dur. Enfin, je veux dire, les enquêtes que la princesse détective mène, c'est pas qui a volé l'orange du marchand, j'ai envie de dire. Bref, vous avez compris quoi, c'est pas c'est quel copain de classe qui a piqué le dernier bonbon à son pote, c'est pas mais qui est entré subrepticement dans le bureau des surveillants pour voler le téléphone portable de trucs bidules. Non, enfin il est quand même question de tentative de meurtre, donc presque réussi à certains moments. C'est quand même abusé, je trouve, hein, pour les enfants de cet âge. Voilà. Donc, je crois que c'est en fait ça qui m'a le plus dérangée dans cette série parce que sinon, c'est touchant, c'est mignon. On a cette jeune fille qui est très timide et réservée, mais qui est extrêmement intelligente et qui a un instinct et une capacité de déduction Sherlock Holmesque et qui va mener des enquêtes. Voilà, qui a peur de parler en public, mais à partir du moment où elle détache ses cheveux et où elle enlève ses lunettes, eh ben ça y est, elle devient princesse détective et elle est capable de parler devant tout le monde et de dire c'est toi qui as fait le coup et d'envoyer les gens en prison. Parce que je vous dis, c'est vraiment des crimes graves qui sont commis, c'est pas des petits larcins quoi, c'est vraiment des délits, donc c'est très dérangeant pour moi le contraste entre la mignonitude du dessin et de l'ambiance au début et le dénouement, je vais y arriver, hein, le dénouement de l'enquête en lui-même quoi. Et c'est pour ça que je continuerai pas cette série malheureusement. D'autant que ça va très vite. Hein. En fait, il n'y a pas juste une enquête par tome, et moi je pensais que ce serait le cas, je pense que ça aurait été sympa s'il y avait eu une enquête par tome, mais en fait non, là il y en avait 3 ou 4 peut-être, 3 sûrs. Du coup ça va très vite, enfin on a à peine le temps de comprendre ce qui s'est passé que elle résout l'enquête quoi, donc j'avoue c'est prévisible. Après les 2 premières enquêtes, on comprend comment ça marche, et je pense qu'à partir de ce moment-là, toutes les prochaines enquêtes vont être résolues par nous avant qu'elles soient résolues par elle. Ça paraît évident de trouver facilement qui est la personne qui a fait le coup. Comment? Pas sûr, parce que franchement, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais le coupable est assez évident. Voilà.
C'est mignon, mais finalement pas tellement pour les enfants en fait. Ensuite, j'ai lu BL Métamorphose, le premier tome de Kaori Tsurutani aux éditions Kiyun dans la collection Seinen. Ce n'est pas un shoujo. Vous nous aurez menti. Bah oui, je n'ai pas que des shoujo. En l'occurrence, BL Métamorphose, pour moi le titre restait un petit peu mystérieux parce que quand je lis des mangas avec une romance entre deux garçons, j'appelle ça un yaoi. Au Japon, ils appellent ça boys love. Amour de garçons, entre garçons. Ce qui est aussi logique. Sauf que c'est le terme anglais alors qu'on est au Japon, bref. Donc pour moi le titre restait un mystère jusqu'à ce que je comprenne enfin, et pas tout de suite parce qu'en plus ils ne disent pas tout de suite le terme en entier, ils utilisent BL à un moment au début, mais le terme boys love n'arrive que tardivement en fait dans le premier tome, donc j'ai finalement compris pourquoi ça s'appelait BL Métamorphose. Et donc on va suivre cette vieille dame qui va entrer dans une librairie tout à fait par hasard et acheter un yaoi. Et ça va beaucoup lui plaire, ce type d'histoire, et du coup elle va retourner plusieurs fois dans la librairie et elle va commencer à discuter avec la libraire qui est une jeune fille fan de yaoi et qui ne partage sa passion avec personne parce que c'est un fan club assez, comment dire, pas privé mais oh purée, je trouve pas mon mot, ça m'agace. Confidentiel, voilà, c'était ça que je cherchais comme terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très expansif par rapport à ça et qu'on le cache un peu, c'est un petit peu pas une honte, mais si quand même, on a un petit peu honte de dire qu'on est fan de yaoi. Bon, moi c'est pas mon cas, hein, vous le savez, j'aime ça. Mais disons que voilà, cette jeune fille est assez pudique et elle cache sa passion et elle trouve dans cette grand-mère quelqu'un avec qui elle va pouvoir partager cette passion. Et le tome 1 se termine même sur L2 allant à une conférence pour rencontrer une mangaka qui fait du boys love. Donc c'est touchant, c'est mignon. Les dessins, je vous ai pas montré les dessins de nouveau de Princesse Détective, mais je suis désolée. Bon, vous avez bien vu à la couverture à quoi ça ressemblait à peu près. Voilà, donc les dessins sont pas très travaillés dans ce manga. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le plus important, quoi. L'histoire est touchante. La relation entre ces deux personnes avec une différence d'âge tellement énorme, c'est vraiment attendrissant. Et le dernier manga que je vais vous présenter, ensuite on passera au BD, et il y en a aussi un paquet. C'est le premier tome du Théâtre des Fleurs de Asaku Natsume, aux éditions Taifu Comics, et c'est un yaoi. Oui, je dis pas que du shoujo. Donc yaoi, je vous ai déjà expliqué, c'est une romance entre deux hommes. Dans cette histoire, on va rencontrer deux garçons, jeunes hommes, non il ne fait pas la liaison, il y a un H, jeunes hommes donc, qui sont tous les deux issus de grandes familles d'acteurs de kabuki. Je crois que c'est ça qu'on appelle ça, kabuki, oui c'est ça. C'est le théâtre japonais traditionnel, on va dire, et leurs familles se sont toujours un petit peu, pas vouées une haine féroce, mais disons qu'entre les grands-parents, entre les deux grands-pères, les patriarches, les grands patriarches, il n'y avait pas vraiment une bonne entente, quoi. Du coup, quand le grand-père d'une des deux familles est décédé, il y a eu un rapprochement. Voilà, les relations se sont un petit peu améliorées et le grand-père qui reste a même demandé au petit-fils de venir travailler avec son petit-fils. Ils sont tous les deux dans la même école, dans la même classe, je crois bien, et ils ont le même âge et du coup ils sont un petit peu en concurrence, on va dire. Ils sont très bons tous les deux. Donc si vous voulez, quand on va dire c'est le meilleur acteur de sa génération, bah, on parle soit de l'un, soit de l'autre. S'il faut que ce soit le meilleur, ça veut dire qu'il peut y en avoir qu'un des deux. Sauf que l'un des deux joue des rôles d'hommes et l'autre ne joue que des rôles de femmes. Dans le kabuki, peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque, il n'y avait que des hommes qui pouvaient faire du kabuki et du coup les hommes jouaient aussi les rôles de femmes. Donc là c'est le cas, ça se passe à notre époque pourtant, hein, mais peut-être que c'est un club encore traditionnel, je n'en sais rien. Je me suis pas renseignée plus que ça là-dessus. En tout cas, ils vont donc devoir commencer à jouer ensemble et forcément, vous vous doutez bien que les pièces qu'ils vont jouer, c'est des pièces romanesques. Et il se trouve que l'un des deux, donc le personnage qui joue les rôles masculins, est amoureux, en fait il admire l'autre depuis... presque toujours, il le trouve vraiment très bon, très excellent quoi dans ce qu'il fait, très bon acteur, et il est amoureux de lui.
Et il n'hésite pas à lui dire d'ailleurs que son but c'est de faire en sorte que lui tombe amoureux de lui à son tour. Voilà, donc c'est mignon. On voit les sentiments qui s'installent, qui commencent à naître et tout. C'est vraiment chou. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dur dans le côté rivalité. Mais en fait non, parce que l'un des deux est amoureux dès le départ en fait, donc il cherche même pas à faire semblant, à prétendre qu'il n'est pas amoureux et qu'il déteste l'autre. Dès le départ c'est clair pour tout le monde en fait, que il y en a un des deux, celui qui joue les rôles féminins, donc ouais, non, j'ai pas envie de bosser avec lui, il me saoule, nanana, il va me piquer ma place, ça va être la vedette, nanana. Mais l'autre il est amoureux de lui depuis le départ, donc il cherche même pas... Il cherche même pas la querelle en fait, tout ce qu'il veut c'est jouer avec lui, il est tellement honoré d'être sur les planches avec lui. Voilà, donc c'était vraiment chouette et du coup j'ai très hâte d'avoir la suite. Bon, on va passer au BD. Il y en a pas mal. Alors, j'ai lu Rat et les animaux moches de Sibylline Capucine et Jérôme Davio aux éditions Delcourt. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Rat qui va être chassé de la maison qu'il habitait par sa propriétaire parce que les rats c'est dégoûtant, ça pue, c'est moche. Du coup, il va s'enfuir, se retrouver dans une forêt habitée par des animaux moches, qui sont fiers de l'être, qui sont très tristes parce qu'ils sont rejetés, parce qu'ils sont moches, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par exemple? Il y a le bousier, il y a la limace, il y a l'araignée, il y a la lamproie, il y a le poisson, la baudroie avec sa petite lumière là. Voilà. C'est une histoire toute douce dans laquelle Rat va essayer coûte que coûte de prodiguer un foyer à chacun de ses amis, les animaux moches. Parfois il va réussir, parfois il va échouer, mais c'était vraiment mignon. Il n'y a pas beaucoup de texte. Le texte est parfois très enfantin, mais pas toujours, donc c'est assez étonnant cette différence de tournure de phrase, on va dire. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont assez originaux comme vous pouvez le constater, hein. C'est un peu griffonné comme ça, presque au stylo on dirait, hein. C'est gribouillé on va dire. Voilà, donc c'était mignon. Ça m'a pas marqué plus que ça, on va dire, mais je pense que ça peut être une chouette petite lecture. Ensuite, j'ai lu Le détective du bizarre, Billy Brouillard et la chasse aux fantômes. C'est un premier tome de Guillaume Bianco. C'est une BD qui met en scène un de mes personnages de bande dessinée préférés, donc Billy Brouillard. En plus, on a une super lampe pour voir les éléments un petit peu mystérieux. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer ça là-dessus. Je vais essayer. Alors. Voilà, j'ai réussi, je suis contente. Donc, on va suivre les aventures de Billy Brouillard, qui est un petit garçon absolument extraordinaire, puisqu'il a énormément d'imagination, et qu'il est fasciné par l'autre monde, on va dire, tout ce qui touche à la mort, les esprits, les revenants, les fantômes, et toute autre sorte de bestioles bizarres et peu ragoûtantes. C'est, voilà, j'adore ces dessins, j'adore l'humour noir de ce petit garçon, c'est juste adorable. Je sais pas quoi vous dire de plus sur cette histoire parce qu'il n'y a pas forcément de... Comment dire? Bien sûr qu'il y a une histoire, mais c'est pas vraiment l'histoire en elle-même qui importe, c'est plutôt l'ambiance un peu qui se dégage de cette bande dessinée. Pour Halloween, c'est juste parfait. Voilà, j'adore ce personnage, j'adore cette ambiance et j'espère de tout cœur la retrouver bientôt dans un tome suivant. J'ai également lu le premier tome de La Belle Endormie de Karina aux éditions d'Argo. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille à la fin du 19e siècle, je dirais. C'était ça. Donc à la fin du 19e siècle, qui est danseuse étoile et qui malheureusement va être victime d'un enchantement qui va la faire s'endormir pour approximativement 100 ans. La Belle Endormie, La Belle au bois dormant, vous avez compris le truc.
Et donc elle va se réveiller à peu près 100 ans plus tard et découvrir notre univers, essayer d'entrer dans une école de danse, et puis on va essayer de dénouer un petit peu le mystère qui entoure l'identité de son agresseur de l'époque. Est-ce que cette personne existe encore aujourd'hui? Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle lui veut exactement? J'aime bien les dessins, j'aime beaucoup les dessins même. Karina, si je ne me trompe pas, et j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, je crois que c'est la sœur de Patricia Laifung qui a écrit La Rose écarlate. Si c'est pas ça, je vous mettrai ici la rectification, mais il me semble que c'est bien ça. Dans les dessins, voilà, on s'en doute, hein, c'est très inspiré, enfin inspiré je ne sais pas, mais en tout cas le style est assez proche et j'adore ce style. Donc voilà, j'ai trouvé les dessins magnifiques, l'histoire est sympa, ça vole pas forcément très très haut, je m'attends pas à énormément de surprises pour la suite, mais en tout cas c'était chouette. J'ai aussi lu Maosar de Thierry Jour et Gradimir Smudja, je suis désolée pour la prononciation, chez Delcourt. On va donc faire la connaissance de Mausar, donc Mozart mais version mouse, donc souris, qui est donc une petite souris douée d'un talent incroyable pour le piano et qui va être entraînée un petit peu dans une aventure assez rocambolesque. Il est caché avec toute sa famille dans le piano de Monsieur Salieri, qui est un loup, chien, loup, qui est un loup. Et Mozart, profitant d'une absence de ce loup, va jouer un air sur le piano. Seulement à ce moment-là, le carrosse royal va passer et va demander à Salieri de bien vouloir reproduire la mélodie qu'on l'a entendu jouer dans sa maison depuis la fenêtre, quoi, lors d'une réception donnée en l'honneur de la reine qui est tombée profondément en pamoison devant cet air, et il va malheureusement pas en être capable puisque c'est pas lui qui a joué cet air. Donc il va menacer Mozart et voilà, je vais pas vous dire plus comment les choses vont tourner. C'était mignon. Franchement, les dessins, je suis pas trop fan, mais j'ai trouvé ça adorable. Regardez les petites souris là, elles sont trop mignonnes. Franchement, c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Et donc à la fin, on a les croquis de l'illustrateur. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment mignon. C'était chou. C'est joli, j'adore la colorisation. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu deux BD très bizarres. Pas du tout dans le même style, mais très bizarres. La première, c'est Les Petites Distances de Camille Beniamina et Véro Caso, je pense, chez Casterman. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de deux personnages dont j'ai oublié les noms. Max et elle, je sais plus. Max, il a un souci, il disparaît. Personne ne le voit, il est invisible aux yeux des gens. Voilà, il arrive dans une pièce, les gens le voient, lui disent bonjour, et au bout de 5 minutes, ils l'ont oublié, si c'est pas avant ça. Ses parents ont complètement oublié son existence et il finit par devenir réellement invisible et transparent. Il va emménager chez Léo, je crois que c'est ça, Léonide. Léo... Oui, c'est ça. Léonide, Léonie, je ne sais plus, mais Léo. Qui, elle, a des problèmes... je pense qu'elle est dépressive, elle fait des cauchemars, elle voit un peu des monstres comme ça qui peuplent ses rêves et sa vie quotidienne presque. Et elle compense un petit peu avec des coups d'un soir. Et Max va décider d'emménager chez Léo parce que de toute façon, il a nulle part ailleurs où aller en fait. Donc je vais pas entrer dans les détails de comment Max se retrouve chez Léo, mais on va suivre un petit peu leur histoire en parallèle parce que Léo ne voit pas Max, n'est pas consciemment de sa présence, on va dire. Par contre, lui, il est bien conscient qu'il est invisible. D'ailleurs, il fait un petit peu tout ce qu'il veut. Il profite même parfois de la situation. Mais mine de rien, il sent que sa présence fait du bien à Léo. Et c'est le cas, on le constate aussi nous en tant que lecteurs. J'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire, mais c'était quand même un peu trop... Quoi? Voilà, donc... Oui, mais en même temps, j'ai aussi beaucoup aimé le côté mystère avec le père de Max et la façon dont ce dernier
a réussi ou non à échapper à ce qui semble être une malédiction familiale en fait. C'était chouette, mais il y a quand même pas mal de côtés qui m'ont un peu dérangé, notamment le comportement de Léo, mais bon, je pense que c'est dû à sa dépression, donc voilà, je peux pas juger, de toute façon je suis pas là pour ça, hein, mais il y a des aspects qui m'ont beaucoup gênée, mais en même temps j'ai quand même apprécié la morale, on va dire, de l'histoire, et les dessins étaient sympas. Et donc la deuxième BD qui était très bizarre pour moi, c'était Animabilis de Thierry Murat aux éditions Futuropolis. J'ai choisi de lire cette BD il y a quelques temps quand elle est sortie parce qu'on allait y parler de métamorphose visiblement, de quelqu'un qui se transformait en chien, ou en tout cas de l'attaque d'un chien qui s'appelle Padfoot. C'est le nom anglais de Patmol, Sirius Black dans Harry Potter. Donc, fallait que je lise ce livre. Au final, on en parle pendant son nom est mentionné à un moment, je crois, et il en est question pendant les 3 premières pages peut-être. Et après ça, ça devient n'importe quoi. J'ai compris à la fin, puisque je vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai mis tellement de temps à comprendre ce que l'auteur voulait dire dans son histoire. En fait, il y est question de sensibilité à la nature, de la place des femmes dans cette sensibilité à la nature, de la façon dont on considérait les femmes à l'époque. On parle de sorcellerie, on parle de l'église qui veut absolument que tout le monde soit bien pensant et fasse ses prières, et on veut surtout pas de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais c'est tellement sous-jacent comme message qu'il faut vraiment creuser et réfléchir. Et moi, je n'aime pas trop ça, en fait. Quand il faut creuser trop profond, c'est pas pour ça que j'ai choisi. Dans un roman, ça me gêne pas, mais une BD... Voilà, donc... Le dessin m'a finalement pas tellement plu. C'est assez monochrome. Voilà, même si à certains moments, on a un peu plus de couleurs, mais c'est pas franchement... ma tasse de thé. Il y a très très peu de texte, donc du coup ça s'est lu très vite, tant mieux. Mais ouais, je retiendrai pas cette BD à mon avis. Ensuite, j'ai lu le, normalement, dernier tome des enquêtes d'Enola Holmes, Metro Baker Street, de Serena Blasco et Lucie Arnoux, d'après le roman de Nancy Springer, et c'est aux éditions Jungle. Je vous ai déjà parlé des enquêtes d'Enola Holmes, du coup je ne vais pas revenir dessus. J'adore cette BD, les dessins sont sublimes. On suit les aventures de la sœur de Sherlock Holmes qui est à la recherche de leur mère qui a disparu depuis quelque temps. Voilà, les couleurs, les dessins, c'est incroyable. Je dis que je pense que c'est le dernier tome, puisque le dernier tome des romans, c'est le tome 6, Metro Baker Street, et il est paru il y a déjà quelques années, et depuis, il n'y en a pas eu. Donc je pense que c'est effectivement le dernier tome de cette BD. C'est pas fini. J'ai également lu Le fantôme de Canterville de Elia Bird, d'après le roman d'Oscar Wilde, aux éditions Jungle, collection Pépites. Je vais juste... C'est dommage que enfin, c'est compréhensible, évidemment, ça les évite de s'abîmer, mais la couverture est légèrement embossée, comme vous pouvez le voir à ce moment-là. Voilà, le titre est doré, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle m'a vraiment plu. Les dessins sont... ouais, ça passe. Et je connaissais la base, le pitch de l'histoire du fantôme de Canterville, ce fameux fantôme qui voit une famille d'Américains modernes s'installer dans son château et qui fait tout ce qu'il peut pour les faire fuir, alors qu'en fait les Américains ils n'en ont rien à faire, ils n'ont pas peur du tout et ils restent là. Et du coup le fantôme est désespéré. Ça c'est le pitch de base, et du coup ben voilà, j'ai aimé découvrir cette histoire, le côté assez... drôle et dramatique en même temps, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé la fin. Ensuite, j'ai lu La neige et l'acier, le premier tome de Dreams Factory de... Il n'y a pas les prénoms. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'il y a les prénoms au moins à l'intérieur? Jérôme Hamon au scénario et Sueb Zako, oui c'était bien ça, au dessin. Et Elena Sayafoum à la couleur. Mais bon, c'est important quand même de le mentionner. Bon. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je suis encore un peu perplexe parce que on n'a pas toutes les clés pour comprendre l'univers. On est dans ce qui semble être un Paris steampunk. Je dis Paris, mais en fait ça pourrait très bien être Londres. Hein.
je me souviens plus, j'ai pas dit mais c'est chez Soleil Collection Métamorphose. Avec cette jeune fille qui va travailler dans les mines parce que son père ne peut pas le faire et qu'ils ont besoin d'argent. Elle, son père et son petit frère. Et elle est relativement malade et un matin, elle est tellement malade que c'est son frère qui va aller la remplacer. Sauf que son frère va être harponné par la dirigeante de la mine, qui est ce personnage, et va être embarqué pour construire des animaux mécaniques. Son petit frère ayant disparu, l'héroïne va partir à sa recherche et je vous laisse découvrir l'histoire. C'est vraiment beau, le dessin est incroyable, les couleurs sont sublimes. C'est très steampunk, comme je l'ai dit, du coup ça me plaît beaucoup, même si, voilà, n'ayant pas encore toutes les clés, je peux pas vraiment dire où est-ce qu'on va, où est-ce que l'auteur veut nous emmener, mais en tout cas c'est vraiment très très beau et j'ai hâte de découvrir la suite, qui sera je crois à la fin, puisque il me semble que c'est une duologie, à moins que je dise des bêtises, mais je crois pas, hein. Suite et fin du récit dans le prochain tome. J'ai également lu de nouveau Des siècles après tout le monde, Facteur pour femmes de Kelaguio et Maurice. Didier Kelaguio et Sébastien Maurice. Pourquoi? Qu'est-ce que ça coûte de rajouter les prénoms sur la couverture? Sérieusement, franchement, non mais... Bref. On est à la veille de la Première Guerre mondiale et on est sur une petite île de Bretagne. La guerre éclate et tous les hommes entre 20 et 50 ans sont réquisitionnés, sauf Maël, j'allais dire Félicien, pourquoi Félicien, je ne sais pas. Maël, qui a un handicap, il a un pied beau en fait, voilà, il a un problème à la jambe, qui fait qu'il est réformé et il va du coup prendre la place du facteur. La plupart des hommes ayant déserté l'île, Maël va se faire un malin plaisir, au début c'est pas le cas, hein, mais il va vite comprendre que il a beau être naïf, les femmes sont en manque de leur mari, et lui, il aimerait quand même bien connaître d'un peu plus près les femmes. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien aimé le début de cette histoire, mais alors à partir du moment où Maël prend conscience de ce qu'il représente pour toutes ces femmes, et se sent un petit peu tout puissant, ce qu'il est clairement plus ou moins, dans cette période de désespoir et il profite tout simplement du malheur de ces femmes et je trouve ça inadmissible en fait, même si elles sont consentantes bien évidemment. Voilà, j'ai trouvé ça un peu ignoble et je suis assez triste de la fin de l'histoire, mais en même temps c'est satisfaisant, voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire en fait. On se retrouve en 1958 avec une jeune femme qui vient sur l'île à la recherche de... même pas de ses origines, mais sa mère vient de décéder et elle retourne sur l'île pour mettre un peu de l'ordre dans ses affaires et c'est elle qui va découvrir cette histoire en fait. Mais ça, nous on le découvre qu'à la toute fin parce qu'on découvre d'abord l'histoire de Maël en 1914, enfin entre 1914 et 1918, et à la toute fin, on voit cette jeune fille arriver sur l'île 40 ans plus tard. Voilà, donc, enfin, cette femme. Et voilà, donc, je m'attendais à quelque chose de plus tendre comme histoire, et en fait, pour moi, c'était pas tendre du tout, en fait. Donc, j'étais un peu déçue. J'ai également lu Chabouboule, le tome 2, La nuit, tous les chats sont gros, de Nathalie Jomard, aux éditions Michel Lafon. Et Jungle, voilà. Bon ben, je sais pas ce que je vais pouvoir vous dire sur ce livre, hein. C'est une série de gags, c'est pas une histoire, c'est juste une série de gags, mais voilà, je vous laisse en découvrir deux. Et c'est comme ça pendant tout le bouquin, donc c'est drôle, j'ai explosé de rire à plusieurs reprises. Je suis quelqu'un qui adore les chats, j'en ai eu 2. J'aimerais tellement en avoir de nouveau un, mais je suis beaucoup trop sensible et beaucoup trop malheureuse quand il meurt, du coup c'est juste inenvisageable en fait. Je vais me contenter de ceux des autres. Si vous avez des chats, invitez-moi chez vous pour que je puisse profiter de vos chats. Bref, voilà, donc c'était juste trop drôle. Et il y a un tome 3 aussi, il me semble, donc je vais essayer de m'empresser de me le procurer. Suite de série, le tome 2 du Veilleur des Brumes, un monde sans ténèbres, de Robert Kondo et Daisei Tsutsumi. Pardon.
C'est pas compliqué d'écrire les prénoms sur les couvertures. Ils le font, eux. Et pourtant, c'est une plus petite couverture. Hein, donc bon. Et c'est chez Graphitine. Je ne le savais pas, mais cette série de bande dessinée est adaptée d'un court-métrage. Voilà. Donc, une fois que j'aurai terminé cette histoire, qui je pense va se terminer avec le tome 3, bien que je n'en sois pas sûre, j'essaierai de voir le court-métrage. J'adore ces graphismes, c'est juste sublime. L'histoire est fantasmagorique. Les dessins sont incroyables. On va suivre les aventures d'un cochon, d'un renard et d'un hippopotame qui vivent tous dans le même village. Et en fait, le petit cochon est le fils du veilleur des brumes. Il a pour mission de faire en sorte que le moulin qui protège les barrières derrière lesquelles sont cachés leurs villages, soit toujours en marche pour qu'il repousse la brume, parce que la brume est visiblement toxique et qu'elle tue absolument tout sur son passage. Sauf que ils vont pas avoir le choix que de quitter leur village pour essayer de trouver de l'aide, parce qu'il y a visiblement une énorme vague de brume qui s'apprête à déferler et que leur moulin n'est visiblement pas en état, parce que je crois qu'il est cassé en fait, tout simplement. Le moulin s'est cassé et ils peuvent plus protéger leur ville. C'est beau, c'est touchant. Il y a l'écologie qui est un thème, pardon, qui ressort énormément de cette histoire. C'est juste trop beau. D'ailleurs, vous pouvez le voir, la médiathèque où je l'ai emprunté l'a mis en coup de cœur. Si vous avez l'occasion de tomber sur cette BD, franchement, lisez-la, c'est vraiment trop chou. Et le dernier titre, ça y est, on y est arrivé, que je vous présente, c'est en fait une intégrale. C'est l'intégrale de la série Ex Omnibus de Michael Allan Nelson, Emma Rios et Dan Mora aux éditions Glénat Comics. Alors, si vous le pouvez, ne regardez pas trop cette couverture. D'ailleurs, je vais la tourner, je vais la mettre à l'envers. Voilà. Parce que après être arrivé à un certain moment de l'histoire, je me suis rendu compte que la couverture était en fait spoilante. Stop. Donc, si vous voulez lire ce titre, ne regardez pas la couverture. En fait, on va suivre les aventures de cette jeune fille qui s'appelle Lucifer. En fait, elle s'appelle Lucie, Jennifer et truc et machin bidule, mais pour faire court, on l'appelle Lucifer. C'est une voleuse, mais pas n'importe quelle voleuse. Elle vole des artefacts magiques à des démons et à toutes sortes d'autres créatures plus ou moins bizarres, plus ou moins humaines. Et elle a vraiment un don pour ça. Malheureusement, elle a été maudite par un personnage, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que vous ne le découvrez pas tout de suite. J'ai adoré cette histoire, je m'attendais pas à aimer autant en fait. Moi les comics, c'est pas tellement mon truc, j'ai accroché grave à Saga, que j'adore, et du coup j'étais un peu... J'avais envie parce que l'histoire avait l'air géniale, enfin une voleuse d'artefacts magiques, c'est juste trop cool quoi. Et j'ai adoré, c'était génial. Comme c'est l'intégrale, l'histoire est terminée, donc j'ai vraiment eu le fin mot de l'histoire, c'était vraiment chouette. Je vous le recommande, franchement, c'était génial, je me suis régalée et je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais ce serait vous spoiler en fait, tout simplement. Sachez juste qu'on a un personnage féminin qui est extrêmement badass, drôle, attentionnée envers les gens qu'elle aime, elle les protège bec et ongles. Voilà, c'était vraiment chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!